Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast L'APO au micro, le podcast de l'Association parisienne des étudiants en orthophonie. À travers ce podcast, vous allez pouvoir en apprendre davantage sur cette profession essentielle, ainsi que sur ses différents domaines et axes de prise en charge. Vous allez également découvrir les différentes méthodes de rééducation, ainsi que le matériel associé. Et enfin, vous pourrez aussi poser toutes vos questions sur notre compte Instagram APO Paris. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet essentiel en orthophonie, mais encore entouré de nombreuses idées reçues, le trouble du spectre de l'autisme, ou encore appelé TSA. Un trouble donc du neurodéveloppement qui impacte la communication, les interactions sociales et la relation au monde de manière très différente d'une personne à l'autre. Définition, prise en charge, rôle de l'orthophoniste, travail en équipe et accompagnement des familles, on va faire le tour ensemble. Donc pour en parler avec expertise, j'ai le plaisir d'accueillir Madame De Serret-Darondeau, orthophoniste qui prend en charge de nombreux patients porteurs de troubles du spectre de l'autisme. Donc bonjour Madame De Serret-Darondeau, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors pour commencer cet épisode, on aimerait en savoir un peu plus sur vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler un peu de votre parcours ? Bonjour Eva, je m'appelle Marie-Noëlle De Serret-Darondeau. Je suis orthophoniste et diplômée en 1986. Et j'ai, pour ainsi dire, j'ai toujours travaillé en libéral depuis une quarantaine d'années, en sachant que mes prises en charge ont évolué en fonction de ma patientèle et de mes affinités avec les différents domaines de l'orthophonie. D'accord, merci. Donc avant d'entrer dans le cœur de la prise en charge orthophonique, est-ce que vous pouvez nous aider à poser les bases ? Qu'est-ce que le trouble du spectre de l'autisme ? Alors, le trouble du spectre de l'autisme, c'est avant tout un trouble de la communication, ce qui est souvent le cas pour nous les orthophonistes. On voit des patients qui ont des troubles de la communication, mais celui-ci est très particulier parce que c'est un trouble de la communication, mais avant même ce trouble, c'est un trouble du patient avec lui-même. Le patient est un peu enfermé et emprisonné dans lui, dans sa personnalité et dans son corps. Et la première spécificité de ces patients-là, c'est de les aider à sortir d'eux-mêmes pour s'ouvrir au monde. Et le monde étant au tout début chez un petit enfant, s'ouvrir à sa famille, à ses parents et aux premières personnes avec lesquelles il vit. La relation avec la maman peut dès le départ être abîmée ou atypique. Et c'est à ce moment-là que l'environnement médical ou hospitalier peut dès le départ détecter des signes d'alerte. Et ça, cette prise en charge-là et cette prise de conscience de la différence a beaucoup évolué depuis mes 40 ans d'expérience professionnelle. Parce qu'au départ, en fait, on ne savait pas, on n'avait pas pris conscience que dès le début, ces enfants-là sont différents. Et ça a vraiment, c'est ça la principale évolution dans cette prise en charge-là, globale, de pluridisciplinaire, c'est que l'environnement médical, familial, professoral, toutes les personnes qui gravitent autour d'un enfant sont beaucoup mieux formées, ou en tout cas, petit à petit, sont en alerte sur des signaux particuliers. Et ce qui est un grand plus pour ces enfants-là. Donc là, je vous ai parlé du monde de l'enfance. Après, on peut avoir des jeunes adultes ou des adultes, même d'un certain âge, qui découvrent plus tard qu'ils ont un trouble du spectre de l'autisme. Et en effet, il y a une histoire particulière où là, pour le coup, les signaux n'avaient pas été repérés. Voilà. C'est vrai qu'on comprend que c'est un vaste sujet, mais on entend parler d'autisme, d'autistes, aussi de troubles du spectre de l'autisme. Pourquoi on parle maintenant de spectre ? Alors, en effet, dans la vie de tous les jours, même les enfants entre eux, quand ils veulent se chamailler un peu, peuvent dire « arrête de faire ton autiste ». C'est devenu une expression courante. Oui, on l'entend beaucoup. On l'entend beaucoup et honnêtement, elle est un peu vidée de son sens, mais c'est comme ça et c'est toujours comme ça que ça se passe. En fait, au départ, on a eu tendance à identifier que certains profils particuliers de l'autisme et à peut-être n'envisager que les autismes sévères.
très visible, très reconnaissable. Et au fil des années, on s'est rendu compte que ça pouvait être moins clair que ça, plus subtil, et qu'en effet, il y avait des tas de critères qui pouvaient expliquer et justifier ce diagnostic, et qu'au départ, en fait, les critères étaient peut-être moins fins. Et en fait, chaque personne, chaque individu, évidemment, a ses particularités, dans la vie en général, mais aussi dans ce domaine-là. Donc c'est pour ça qu'on parle de spectre. C'est qu'en fait, c'est très varié d'une personne à l'autre. Et même dans le niveau de sévérité, dans ce que ça veut dire au quotidien, enfin, chaque histoire est différente. Alors, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est la réalité. Et qu'il faut vraiment avoir ça en tête. Voilà. Et même dans l'accompagnement de la personne et de son environnement familial, c'est très important de le prendre en compte. Oui, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de profils, beaucoup d'histoires différentes, mais quelles sont les grandes caractéristiques qu'on retrouve dans le TSA ? Les grandes caractéristiques, c'est d'abord un défaut de communication. Et la communication, c'est aussi une communication non verbale. Donc déjà, dans le non verbal, ça fait une personne inattendue, déroutante, qui a du mal à vous regarder. Alors ça aussi, c'est pas une idée toute faite, c'est la réalité. Pour autant, tous les autistes ne le font pas forcément, ça. D'accord. Ce n'est pas restrictif comme critère. Oui. Donc, des difficultés à regarder l'autre, ou ce qui se passe, tout ce qui est en mouvement autour de soi. Des difficultés à sortir de certains centres d'intérêt. Très rapidement, même un bébé ou un enfant a des centres d'intérêt particuliers, c'est normal, mais chez un enfant ou un jeune enfant autiste, en fait, il va très rapidement être un peu obsédé par des thèmes et de façon étonnante. Alors, on s'en rend plus ou moins compte, mais quand on y pense, en effet, c'est visible. Quand on sait qu'on a les capacités à identifier cette différence-là. Donc, une fuite dans le regard, un regard pas attendu, des centres d'intérêt restreints et des difficultés à communiquer tout court. Et à s'intéresser à l'autre et à imaginer ce que l'autre peut ressentir. Enfin, c'est un grand mot parce que chez un petit bébé, on a l'impression que c'est pas le cas. Mais en fait, un enfant, quand il babille, il attend de l'adulte qui est en face de lui et de préférence d'un de ses parents un retour. Et même dans un babillage avec une prosodie, même dans la prosodie, c'est déjà une forme de communication. Et le bébé neurotypique va avoir tendance à imiter la prosodie du parent, qu'un enfant autiste ne le fera pas forcément. Voilà. Bon, et alors là, c'est chez le tout petit bébé, et puis après, en grandissant, c'est atypique. Enfin, on se rend bien compte que c'est pas tout à fait attendu. Et souvent, il y a quelques années encore, les parents, les médecins, les pédiatres avaient tendance à dire ne vous inquiétez pas, ça viendra, tous les enfants ne sont pas pareils. Ce qui est vrai, évidemment, chacun évolue avec ce qu'il est, mais ce sont quand même des petits signes d'alerte. Voilà, il ne faut pas rester bloqué et figé là-dessus, mais il faut quand même être conscient de cette différence-là, déjà, oui. Pour éventuellement adapter certaines choses. Oui, c'est des signes d'alerte vraiment assez courants, récurrents. Est-ce que, par exemple, il existe des idées reçues, justement, sur l'autisme ? Alors, la principale idée reçue, c'est cette histoire de regard. Ah ben non, il me regarde quand je l'appelle, il répond quand je l'appelle, il n'est pas autiste. Alors, ça, c'est pas faux pour les autismes sévères. En effet, ça n'existe pas chez un autiste sévère. Mais vous avez tout un panel d'autisme, et d'où le spectre. Et du coup, ce n'est pas suffisant pour diagnostiquer oui ou non un TSA. Oui, c'est un ensemble voilà. Il y a différents critères, différents paramètres. Et il ne faut pas donner plus d'importance à un paramètre par rapport à l'autre. C'est l'ensemble de ces paramètres qui ont à peu près la même valeur qui permet de dire. Après, il y en a qui sont plus ou moins gênants dans la vraie vie, mais au niveau du diagnostic, ils ont la même valeur. Et justement, en parlant du diagnostic, comment on pose un diagnostic de TSA ? Alors, je vais vous raconter mon point de vue à moi d'orthophoniste.
Nous, ou en tout cas moi en tant qu'orthophoniste, on reçoit des patients qui ont déjà quand même facilement 2 ans, 2 ans et demi, qui sont non-verbaux pour la plupart, oui, presque totalement à 2 ans, 2 ans et demi. Et c'est la première alerte, en fait, c'est et en général, ce sont les parents quand ils ont 2 ans, 2 ans et demi. Alors, moi, en libéral, c'est assez rare que j'ai ce profil-là. Ça existe de plus en plus, mais en patientèle de ville, c'est pas si courant. Mais l'enfant non-verbal qui est amené par sa famille avant la scolarisation, ça peut être la crèche qui a donné une petite alerte, la nounou, peut-être moins souvent parce qu'elles ne sont pas toutes formées à ça, ce qui est normal, ou les parents qui ont une expérience. C'est leur Xème enfant, ou voilà, par leur métier, ils savent un certain nombre de choses. Et ce qu'on va essayer de repérer, c'est cette histoire de regard, ces habitudes répétées, cette rigidité à certaines choses. Alors, tous les enfants en bas âge ont une petite rigidité, mais il y a un seuil où c'est pas normal. Des espèces de réactions inadaptées, des cris violents ou des stéréotypies, donc des gestes répétés, des situations de crainte, de peur profonde, des difficultés à l'endormissement, des difficultés à être dans des lieux inconnus, à rencontrer des personnes inconnues, toutes ces choses-là. Alors c'est pas forcément la motricité qui est un problème. Chez tous les enfants, parce qu'on associe l'oralité avec l'autisme, mais tous les enfants avec un TSA n'ont pas forcément des problèmes d'oralité, ou en tout cas ils ne sont pas si visibles que ça. Parce qu'en effet, un enfant en bas âge, il peut avoir ses préférences alimentaires, avoir du mal à passer aux morceaux, et c'est assez classique. Après, c'est plus important dans le profil du TSA, mais ça on le saura plus tard. Chez le tout petit, c'est des signes c'est de l'observation et c'est surtout l'examen clinique et le dialogue avec les parents qui permet de dire. Après, nous, dans notre bureau, on voit si l'enfant nous évite, s'il a peur, s'il se bouche les oreilles, s'il sautille sans arrêt, s'il tripote sans arrêt, je sais pas quoi. Enfin, il a un comportement qui n'est pas tout à fait juste. Oui. Juste dans le sens large du terme. Et justement, en parlant d'orthophonie, une fois le diagnostic posé, l'orthophoniste intervient. Et concrètement, en quoi consiste l'accompagnement orthophonique auprès d'un enfant avec un TSA quand il arrive dans votre cabinet? Par quoi on commence? Alors, je me permets d'intervenir. Certaines fois, c'est nous qui adressons l'enfant en question à un centre référent. Ah, d'accord. Dans quel contexte, par exemple? Un enfant non scolarisé et pour lequel on a un sérieux doute. Alors, c'est peut-être parce que je deviens une vieille orthophoniste. Alors maintenant, je m'autorise à ce genre de choses. Je l'aurais sûrement pas fait il y a 30 ou 40 ans. Mais maintenant, l'aspect prévention est énorme. Et c'est là où les choses ont beaucoup évolué. C'est que si on a le moindre doute, il ne faut pas laisser passer. Et ça, c'est ce qui est dit. Donc, en effet, de temps en temps, c'est nous qui les adressons. D'accord. Et après, entre guillemets, on les récupère. Ou on les suit en parallèle. Mais ce n'est pas seulement nous qui posons le diagnostic, évidemment. Nous sommes l'alerte, et après, c'est un diagnostic collégial, en sachant qu'évidemment, celui qui a le mot final, c'est le médecin. Un petit non-verbal, la première chose à faire pour moi, la première des priorités, c'est l'intéresser au monde et se rendre compte que le monde n'est pas dangereux. Parce qu'un enfant avec un TSA est très auto-centré et craintif de tout. Il a les sens hyper développés, donc le bruit, la lumière, les mouvements, ça le stresse. Alors ils ne sont pas tous totalement identiques par rapport à ça, mais ce sont des ouvertures au monde très agressives pour eux, alors que pour le commun des enfants et les neurotypiques, c'est un moyen comme un autre de prendre conscience du monde. Eux, ça les agresse. Donc la première chose à faire, c'est de les apaiser quant à l'intérêt du monde et se rendre compte que ce monde-là peut être agréable et qu'ils y ont un intérêt. Et un intérêt, alors petit à petit dans l'échange, mais au moins dans la satisfaction personnelle. C'est un moyen d'accès, c'est qu'ils y prennent du plaisir. Et en fait, comme tout le monde, la notion de plaisir,
c'est une autoroute pour la communication. Mais chez eux, ça ne s'est pas développé normalement. Et même dans la relation à leurs parents et à leur maman en particulier, parce qu'ils sont tout petits, donc c'est souvent avec la maman que c'est plus proche et plus fusionnel a priori sur le papier, ben, c'est pas si simple que ça. Et même s'ils ont des mamans aimantes, maternantes, et c'est très compliqué. Et donc là, en fait, donc il y a l'enfant qu'il faut amener au monde. Et alors le monde, pour l'instant, un tout petit, il se réduit à sa famille. Et en fait, nous, on est presque les premiers intervenants réguliers, hebdomadaires, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, pour les ouvrir à ce monde-là. Donc les premières interactions sociales se sont faites avec la famille un peu élargie ou dans les lieux de vie, squares, magasins, rues. Mais ils sont très craintifs de ça, donc ça n'a pas souvent été vécu, en fait, réellement. Donc nous, notre bureau, il est calme. C'est une relation de dualité et à nous, le thérapeute, de sentir l'accès à eux. Donc d'essayer de comprendre et de deviner, parce que c'est vraiment de la devinette, qu'est-ce qui va permettre qu'ils s'intéressent à nous, d'une façon ou d'une autre. Alors ça, c'est pas facile parce qu'on marche sur des œufs et à l'aveugle. D'où l'intérêt d'une anamnèse très complète avec les parents pour essayer de récupérer des infos. Et puis aussi, dès le premier contact, parce qu'en fait, le premier contact, c'est le rendez-vous, le bilan orthophonique. On a eu peut-être un débriefing avant avec les parents, mais le premier contact se fait en présence d'un ou des parents, avec l'enfant qui va naviguer dans notre bureau, qui va tourner en rond, en résumé, faire des allers-retours entre son parent et nous, ou être complètement collé aux parents. Et quand l'enfant, petit à petit, descend des genoux de ses parents, et finalement nous regarde, nous tourne autour et commence à se rapprocher de nous, c'est un début de communication. Donc, et c'est là aussi, il y a quelque chose qui s'est installé. Et après, c'est notre boulot de régulièrement, dans les prises en charge officielles et dans les rendez-vous et la rééducation, de rebondir sur ce qu'on avait senti les premières fois et d'enrichir, de nourrir pour donner cet accès au plaisir. Et ensuite, on a un vrai projet de construction. Donc on a atteint une première marche, on pense déjà à la seconde ou à la troisième, et souvent les marches peuvent être prédéfinies, et puis finalement ça va être des sous-marches, parce que c'est pas aussi simple que ça, et voilà. Et il faut être très protecteur sur tout ce qui est sensorialité, parce que en effet, ils sont hyper sensibles. Et donc pour créer ce climat de confiance et d'apaisement, il faut bien savoir quels sont leurs points forts et leurs points faibles. Et surtout leurs points faibles. Donc souvent c'est en parlant plus bas, en évitant trop d'interactions avec trop de personnes, enfin voilà. Et là je pense au fait, à la présence ou non des stagiaires, parce que ça peut être au tout début quelque chose de compliqué pour eux. Et donc c'est frustrant pour le ou la stagiaire qui est là à ce moment-là, mais la priorité étant le patient, voilà. Oui. Ça nécessite une adaptation. Une adaptation, et puis ce qui est très important aussi, dès le début, c'est ce qu'on appelle la guidance parentale, l'accompagnement de la famille, pour bien expliquer ce qui se passe, quels sont les enjeux, qu'est-ce qu'on essaye d'atteindre très modestement, et bien refaire tomber le curseur. Parce que les parents, alors si l'enfant est tout jeune, bon, ils ont moins d'attente. Quand on récupère des enfants qui ont 6-7 ans et qu'on leur dit « mais vous inquiétez pas, il y a des choses qui vont bouger », ils pourraient croire, mais c'est rare, mais bon, ils pourraient croire qu'en une année, l'enfant va être verbal, il va apprendre à lire, à compter. En fait, non, ça peut se produire, mais c'est pas si fréquent. Et donc, quand je dis le curseur bas, c'est pas forcément des progressions théoriques, scolaires, voilà, conceptuelles. C'est une évolution dans la relation. C'est ça l'essentiel, au départ du moins. Et en fait, finalement, toute leur vie. Parce que c'est ça ce qui est le plus abîmé. C'est la relation à l'autre et la théorie de l'esprit, de comprendre ce que l'autre a en tête. Voilà. Même s'ils sont des bons verbaux et aboutis au niveau intellectuel. Oui. Donc on va revenir après sur la guidance parentale et l'accompagnement des familles. Mais concrètement, en séance, qu'est-ce que vous travaillez le plus souvent avec des patients porteurs de TSA ? Alors, au tout début, je sors une caisse de jeux avec des jeux variés. Et j'essaye de les intéresser à un des jeux en sachant que j'ai eu des petites infos. Voilà. Et on est par terre, on joue par terre.
Après, petit à petit, j'essaye de les normaliser. J'aime pas ce mot, mais c'est un peu quand même ce qu'on essaye d'obtenir. Et donc, qu'on s'éloigne l'un de l'autre, que l'enfant soit plus ajusté dans son comportement physique, et puis plus ajusté dans sa relation avec moi. Et donc, qu'il accepte de s'asseoir sur une chaise, que je sois en face de lui, et que petit à petit, on met en place des activités autour du langage, de la communication, de la compréhension, de l'expression, enfin dans tout ça dans le sens large du terme. Et puis surtout de notre attention conjointe, parce que évidemment moi je suis attentive à lui, mais pas lui. Et donc voilà, et qu'il se pose, et qu'il arrête d'être un électron libre, qui n'est que dans son auto-stimulation, parce que c'est ce qu'ils sont au départ, et qu'il arrive à se poser et à être attentif à moi, sans moi, le thérapeute, dans le sens large du terme, sans être forcément hyper intéressé par ce que j'attends de lui. Mais au moins qu'il se rende compte que je suis là et que éventuellement je vais intervenir sur quelque chose. Donc ça, c'est la première étape. Après, le but, ce serait qu'il accepte de suivre mon attente et donc de répondre à mon attente. Ça, c'est pas toujours gagné parce qu'il y a de vraies résistances. Et je dirais que c'est presque ça le plus difficile. Pour qu'ils se rendent compte qu'ils ont tout à gagner à suivre mon attente. Voilà. Et puis d'accepter les règles aussi, parce que ça, très rapidement, on instaure des règles. On peut pas faire tout et n'importe quoi, ne serait-ce que pour les protéger d'eux-mêmes. Mais accepter les règles, c'est déjà s'ouvrir au monde. Et donc, c'est une première étape qui n'est pas négligeable et qui est très, très utile pour leur vie à eux, à la maison et ailleurs. Et justement, sur le fait de s'ouvrir au monde, quel rôle jouent les familles dans l'accompagnement justement de leurs enfants ? Un rôle primordial. Vraiment, c'est un travail ensemble, en permanence, et qui se réajuste en permanence. Évidemment, nous, on a des principes, une structure, un plan de prise en charge, évidemment et heureusement, et on a des outils variés. Mais au tout début, c'est pas forcément l'essentiel. Au tout début, l'essentiel, c'est que les parents, il faut les accompagner à prendre conscience de ce qu'est leur enfant. Et ça se fait pas en un mois. Hein. C'est petit à petit parce que c'est en le vivant. C'est-à-dire que nous, au début, on donne beaucoup d'informations. Et suivant les caractères de chacun, moi, perso, j'en donne sûrement un peu trop. Et c'est difficile parce qu'on sait beaucoup de choses, mais eux, ils sont noyés. Alors déjà, il y a une émotion d'apprendre les choses. En plus, quand ils ressortent de tous ces tests, ou en service hospitalier, ou en neuropsy, tout ça, ça dure longtemps. Ils n'ont pas tout compris, donc déjà, on fait une petite traduction simple de ce que ça veut dire et ce que ça veut dire au quotidien. Donc il y a eu beaucoup d'informations qui sont tombées d'un coup, puis après, petit à petit, ils le vivent. Et ils arrivent fréquemment avec des questions. Oui. Et il faut y répondre au fur et à mesure, et il faut bien prendre du temps pour ça. Et après, on se fixe des petits objectifs, très modestement, en leur disant bien qu'on sait ce qu'on voudrait atteindre, mais on ne sait pas le temps que ça prendra. Et on a des outils, mais on ne sait pas quels sont ceux qui seront utiles vraiment. Et puis, c'est par ce travail d'équipe que l'enfant va évoluer. Alors après, tous les parents ne sont pas égaux et n'ont pas la même disponibilité, la même capacité, les mêmes connaissances. Et puis, certains parents, ça a un écho par rapport à eux-mêmes ou à leur environnement familial, amical, chose qu'on ne sait pas toujours dès le début. Hein. C'est rare, mais il peut y avoir des résistances. Alors, malheureusement, réellement, ils mettent tellement de temps avant de récupérer une prise en charge orthophonique que finalement, ils sont ouverts à tout. Enfin, en tout cas, c'est ce que je vis. Ils sont prêts à tout, ils se sont donné un mal de chien, ils font des heures de trajet, enfin voilà. Donc ils sont normalement, ils se sont battus pour arriver jusqu'à nous. Donc là, ceux-là, ils sont déjà bien ouverts. Après, peut-être que dans des CAMS et autres, c'est différent. Moi, je vous parle de ma position d'orthophoniste en libéral. Oui, donc on parlait tout à l'heure justement de guidance parentale. Comment vous les impliquez justement dans votre prise en charge ? Alors, je les implique en communiquant et en expliquant ce que j'ai fait, ce qui s'est passé, enfin ce que nous avons fait, ce qui s'est passé et si ça a été abouti ou pas, s'il y a une petite frustration, si au contraire il y a eu du plaisir. Et comme ça, je pense que
pour les parents, ils repartent. Je leur donne pas des directives parce que je trouve ça même un peu irrespectueux. Les pauvres, ils sont dans le dur toute la journée. Je vais pas leur dire en plus charger la mule en disant il faut faire ci, il faut faire ça. Par contre, quand je sens qu'ils sont embourbés dans quelque chose, là je m'autorise doucement à dire peut-être que ce serait peut-être utile, voilà. Ou leur proposer d'autres aides autres que l'orthophonie, évidemment, hein, c'est un travail collégial avec différents profils de métiers. Mais j'explique ce qui s'est passé et je pense que, enfin j'espère, c'est que ça leur donne inconsciemment des petites directives. Ah, si ça marchait avec l'orthophoniste, peut-être qu'à la maison je peux. Et donc ça prolonge et ça stimule ce qui a été obtenu, en sachant qu'on sait bien que ce qui se passe entre nos quatre murs n'est pas forcément tout de suite vécu ailleurs. Et puis que le parent n'est pas un thérapeute, évidemment. Hein, et c'est pas sa place non plus. Mais ils se le réapproprient comme ils le sentent. Et du coup, certains reviennent la fois suivante en disant « Ah ben j'ai essayé ci et ça, puis ben, moi, ça a été compliqué. » Donc là, ça permet de réexpliquer et puis de, sans donner des directives, mais de leur faire comprendre comme c'est subtil et que ben, leur enfant, à un moment donné, il a pu faire ça et puis à un autre moment, ben, il n'était pas dispo ou pas, ça n'a pas été perçu de la même façon et puis que le parent reste le parent et qu'ils n'ont pas envie. Voilà. Oui. C'est un travail quotidien qui évolue aussi avec le développement de l'enfant. Voilà. Et alors, dans tout ce qui est accompagnement aussi, c'est intéressant de savoir ce qui se passe sur l'aspect sommeil, sur l'aspect alimentaire, parce que ça fatigue les enfants quand ça ne se passe pas bien. Et nous, on a besoin de le savoir pour éventuellement les conseiller aussi. Parce que comme ils sont très auto-centrés dans leur corps, tout ce qui se passe dans leur corps prend des proportions énormes. Et même les petits bobos, ça parasite énormément de choses et plus que les petits bobos, les otites, les maladies infantiles prennent une place énorme et comme ils ne sont pas forcément bons communicants voire communicants, c'est très déroutant pour les parents et c'est intéressant quand ils peuvent nous demander notre avis parce que nous évidemment on ne vit pas avec eux mais on peut dire est-ce que vous avez pensé, est-ce que vous avez vérifié même si on n'est pas médecin et puis hop, rapidement dirigé vers une approche purement médicale. Oui, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent. Ça, ou le dentiste aussi, les maux de dents. Oui. Ça, c'est hyper violent. Ah oui. Donc en fait, c'est bien quand on peut avoir un petit réseau de professionnels qui sont attentifs ou volontaires ou outillés pour pouvoir accueillir ce profil d'enfant et leur famille. Et pour résumer, quels sont les messages clés que vous souhaitez partager avec nos auditeurs concernant le TSA et sa prise en charge ? Alors, le TSA de façon générale, parce que là j'ai surtout parlé des enfants, mais il m'est arrivé de récupérer des jeunes adultes ou des adultes qui avaient eu un parcours un peu chaotique et pour cause. Alors, le message, c'est que ce sont des personnes très touchantes, hyper droites, transparentes, qui ne font jamais des coups par derrière, qui ne savent pas mentir, c'est d'ailleurs un problème, qui sont très faciles d'accès dans leur humanité, dans leur profil psychologique, affectif. Alors certes, par moments, ils se mettent à crier ici et ça, mais il y a une vraie raison à ça et qui est facile à comprendre. Ce sont des belles personnes dans le sens large du terme. Ils sont comme nous tous plus ou moins intelligents parce qu'il y a tous les niveaux d'intelligence, mais ils ont tous en commun d'être de belles personnes. Et je sais que moi j'apprécie particulièrement de m'occuper d'eux parce que quand ils nous font confiance totalement. Et pour nous, ce sont des prises en charge lourdes, mais faciles sur cet aspect relationnel, ce qui est quand même un confort. Parce qu'il y a d'autres profils de prise en charge où il y a un aspect psychiatrique pas si simple, des gens plus ou moins sains, et c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on est là pour eux et on doit leur faire confiance sur toute leur personnalité. Et là, c'est plus complexe. Là, en face de nous, on a quelqu'un de transparent. Donc, il n'y a jamais de mauvaise surprise. Voilà. D'où l'importance de cette excellente relation parce qu'ils sont transparents avec nous, mais il faut que nous le soyons aussi. Et pareil avec les familles, parce que tout ça fonctionne
d'autant mieux. C'est pas facile, mais ça fonctionne d'autant mieux que tout va bien. Et si on a le moindre doute, il faut mieux mettre en mots tout. Parce qu'eux ne le mettront pas en mots, parce que c'est leur difficulté. Et même les parents, de temps en temps, ils ont du mal, parce qu'ils peuvent un peu, leurs enfants peuvent un peu leur ressembler, ou parce qu'ils ont une telle souffrance que c'est pas si simple. Donc il faut leur faire confiance et alimenter cette confiance, nous, dans l'autre sens. C'est vraiment une prise en charge qui est très facilement valorisante, pénible, dans le sens fatigant du terme, parce que c'est une vraie fatigue, mais on se sent vraiment utile. Alors par moments on bute, on doute, on ne sait pas, c'est pas un long fleuve tranquille. Toutes ces petites victoires sont tellement satisfaisantes, d'abord pour eux et ensuite pour nous. Et puis ils en tirent un tel bénéfice que vraiment on a notre place. Et c'est agréable de se sentir à sa place. Dans la société d'aujourd'hui, c'est pas toujours le cas. Donc voilà. Merci beaucoup, on arrive à la fin de notre épisode. Je vous remercie Madame de Serret-Darondo pour cet échange. C'était vraiment un plaisir de réaliser cet épisode avec vous. Et merci d'avoir donné votre temps pour répondre à toutes nos questions. Je vous remercie de votre présence et je n'aurais jamais pensé faire ça un jour dans ma vie. Mais comme je suis maître de stage, j'ai l'habitude de communiquer avec mes stagiaires et ça fait longtemps que je le fais. Et en fait, c'est intéressant de se dire que ce que je peux dire en privé ou au sein de mon bureau peut servir à d'autres personnes et que je trouve qu'il y a un vrai déficit dans la communication autour de l'autisme et que si à ma petite échelle à moi, ça peut rendre service à d'autres personnes, en sachant que tout ce que j'ai dit, c'est mon opinion, ma prise de position, ce que je suis moi face à notre métier. Mais il peut y avoir des tas d'autres points de vue. Mais si chacun apporte son point de vue, c'est comme ça que les prises en charge évoluent, que les familles comprennent où sont les enjeux et apprennent à toquer aux bonnes portes. Et puis je défends l'orthophonie aussi, parce qu'on a un beau métier et qu'on est au croisement de beaucoup d'autres métiers, mais que nous avons nos spécificités. Et notre premier boulot, c'est le langage, la communication. Et on est en plein dans notre métier. Et il faut, et là c'est la vieille orthophoniste qui se défend, mais il faut vraiment qu'on soit reconnu et qu'on se batte pour cette reconnaissance-là, parce que ce qu'on apporte c'est vraiment utile et que notre formation correspond totalement à ça. Bien sûr que on travaille en équipe, évidemment, je suis la première à instaurer ça, mais on a beaucoup à apporter dans ce genre de prise en charge. Et il faut, pour nos patients, c'est pas pour nous, c'est pas pour notre ego, on n'est pas là, mais pour nos patients, il faut vraiment qu'on soit visible et reconnu dans cette prise en charge-là. D'où aussi ma démarche de ce matin. Voilà. Cet épisode va en tout cas être important pour montrer qu'on a toute notre place dans cette prise en charge de TSA. Encore merci pour votre présence. Merci également à nos auditeurs de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver notre podcast avec tous nos épisodes sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et YouTube. Et n'hésitez pas à vous abonner à ce compte et à notre Instagram APO Paris pour être informé de tous nos projets. À bientôt pour un nouvel épisode de l'APO Micro.